Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Très heureuse de me retrouver en votre compagnie et celle de Marwan Elfites, avec qui nous allons parler d'un programme aujourd'hui, le Scale Up Europe. Alors, il s'agit de gagner en puissance au niveau français, mais également européen. On verra ce qu'il contient et quelles conditions sont nécessaires aujourd'hui pour avoir des géants numériques ici sur notre sol. Et puis, au cœur de cette émission, j'interrogerai des spécialistes de l'État, cette fois pour s'interroger sur leur politique open data. Quelle est la politique française en matière d'ouverture, d'accès et de partage des données? Ce sera donc le Tech Talk. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business. On est mercredi. Guillaume Monteux viendra nous parler de l'E3 avec un récap de ce salon événement. Et enfin, on va conclure par une innovation. Il s'agit d'une nouvelle méthode d'authentification par les battements du cœur. Pourquoi? Quel intérêt? Eh bien, pour nous différencier des robots. Mais tout de suite, donc place au Launchpad. Le Launchpad, vous le savez, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous emmène dans les coursives du plus grand campus de start-up d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, donc, vous souhaitiez revenir sur l'initiative Scale Up Europe. Scale Up, donc, c'est le passage à l'échelle et on sait ô combien c'est crucial si on veut avoir des puissances technologiques et numériques en France et en Europe. Oui, pour résumer, il y a 3 étapes qu'on peut schématiser dans la vie d'une start-up. Il va y avoir la partie start-up qui est censée être une phase temporaire. Si vous êtes une start-up en plus de 10 ans, c'est qu'il y a peut-être un petit souci. Il y a la partie scale-up et il y a la partie finalement exit. Exit, le rêve, c'est l'introduction en bourse. Alors la partie scale-up, c'est effectivement ce stade où l'entreprise croît à une certaine vitesse et fait face à certains enjeux d'internationalisation, de croissance, de structuration de son équipe, d'acquisition des talents, des clients. Bref, c'est une étape qui est assez importante. Et dans l'actualité, on a beaucoup parlé ces dernières semaines d'introduction en bourse sur le marché européen et notamment de Believe, qui a fait pas mal de bruit. Believe, qui est une solution qui permet à des artistes, des musiciens, de pouvoir traquer, analyser leur audience, ceux qui en tout cas sont présents en ligne pour des artistes indépendants et des stars. La cotation est un petit peu déçue, mais en tout cas, c'était un événement qui est censé donner... Mais c'était quand même une cotation importante. Très importante, parce que l'enjeu, c'est d'avoir des Mano Mano, des Miracle et d'autres, des Doctolib, qui puissent aussi s'introduire en bourse. Et preuve en est que OVH a déclaré son intention de se lancer sur Euronext à l'automne 2021 pour devenir un acteur clé en Europe. Alors je disais que c'était un enjeu important parce que la question de cette puissance à gagner, elle n'est pas si évidente, pas si naturelle. Quel est l'enjeu déjà au niveau français? Ouais, au niveau français, il y a l'enjeu, le président de la République a déclaré en 2019 la volonté d'avoir près de 25 licornes d'ici 2025 dans l'écosystème français. Alors une licorne, je rappelle, c'est une start-up valorisée de près d'1 milliard d'euros ou de dollars selon l'écosystème dans lequel on se situe. On est à peu près autour d'une quinzaine aujourd'hui. 2020-2021 ont été assez dingues comme année pour l'émergence de licornes. Dedans, on va avoir des Voodoo, des Alan, des Doctolib, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui font partie de ces acteurs. Mais aujourd'hui, pour avoir l'enjeu, c'est comment on fait pour générer des startups qui valent 100 milliards d'euros, notamment sur l'échelle, sur le continent européen. Vous prenez des startups comme Stripe, super startup américaine, elle est valorisée autour de 90-100 milliards. Il faut forcément le faire à l'échelle européenne pour y arriver. Alors, quelles sont les conditions justement pour cette croissance? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Il va y avoir des notions, même de politique d'enjeu. La France, notamment, va prendre au début de l'année prochaine la tête du Conseil de l'Union européenne. Forcément, la tech sera un élément important de son agenda politique. Comment on arrive à faire ce qu'on a fait avec la French Tech sur le continent européen? Ça, c'est un enjeu. Et puis, comment on arrive à faire émerger des scale-up, entre guillemets. Donc, l'étape juste avant l'étape de licorne, finalement, sur l'échelle européenne. Et du coup, il y a une initiative qui a été lancée en décembre 2020 par le président Macron, qui s'appelle Scale Up Europe, comme vous l'avez annoncé. Et on retrouve quoi? D'abord, on va regarder, on retrouve qui derrière Scale Up Europe? Alors, Scale Up Europe est une initiative européenne qui va regrouper près de 170 acteurs, 170 scale-up, donc des CEO, des fondateurs d'entreprises qui sont dans ce niveau de maturité, d'avancement. On va aussi retrouver des institutions. On va aussi retrouver des investisseurs, des médias, des gouvernements qui sont impliqués dans cette initiative, qui a été du coup annoncée par le président en décembre, lancée par Cédric O en mars à Station F et qui a été terminée la semaine dernière par un ensemble de recommandations qui prend forme sous ce très beau rapport bleu européen qui a été remis au président de la République la semaine dernière, aussi dans le cadre de Il y a un manifeste. Un manifeste Scale Up Europe. Et vous avez du coup les près de 170 membres qui ont participé à des workshops, des échanges pour arriver à un ensemble de recommandations. Vous avez les membres organisateurs, dont Station F fait partie avec Vivatech, avec Sifted notamment et Hello Tomorrow, pour pouvoir
arriver à des recommandations. Alors, ces recommandations vont être articulées autour de différents thèmes. Si on arrive à craquer ces thèmes, on arrive à craquer l'écosystème européen, autour de l'investissement, autour des talents, autour de la deep tech, notamment autour aussi des relations entre les grands groupes et les startups. Si on arrive à changer ces éléments-là, on arrivera à faire basculer l'écosystème européen dans un autre. Ça, c'est quoi? C'est les 5 défis majeurs, là, que vous nous avez décrits? Effectivement, et dans le manifeste des acteurs qui se sont réunis pour réfléchir et plancher sur ce sujet, il va y avoir d'abord un enjeu de souveraineté. Oui. Comment l'écosystème européen devient souverain d'un point de vue technologique. On en parle beaucoup avec forcément les GAFA et les BATX, donc les GAFA chinois. Tout code et tout algorithme a une composante culturelle et il faut que l'Europe aussi s'immisce là-dedans. Il va y avoir aussi une notion d'impact, comment on arrive à faire émerger des notions d'impact en termes de valeurs européennes dans la scène tech. C'est tout l'enjeu du manifeste de Scale Up Europe. Mais on arrive à retrouver des points communs au niveau européen? C'est tout l'enjeu. Ouais. Effectivement, dans les recommandations qui sont faites sur ces différents sujets que je citais, investissement, talent, etc., l'idée, c'est d'harmoniser. Notamment sur la partie investissement, il va y avoir un ensemble de solutions qui sont préconisées. C'est comment on arrive, notamment, grâce aux fonds d'investissement européens, à générer une dizaine, voire une quinzaine de fonds d'investissement qui vont avoir une capacité de financement de près d'1 milliard d'euros pour que l'investissement se fasse par des Européens sur le sol européen. On va aussi avoir un ensemble d'initiatives de comment on fait pour provoquer, j'en parlais en intro du coup avec Billy et l'OVH, des introductions en bourse sur le sol européen. On a beaucoup de pépites européennes qui deviennent américaines parce qu'elles s'introduisent en bourse à Wall Street. Sur la question des talents, comment on harmonise le droit social, notamment des travailleurs. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites dans ce très beau rapport sur notamment faire émerger un travailleur de la tech en Europe pour qu'il puisse circuler d'un pays à l'autre et garder les mêmes droits sociaux. Les droits sociaux encore en Europe sont différents en fonction des pays. Comment on génère des visas pour attirer des talents non européens sur le sol européen, notamment des développeurs, donc dans la tech, pour qu'ils puissent travailler n'importe où. Donc il y a énormément de recommandations là-dessus pour harmoniser la réglementation. Oui, donc c'est un vrai travail de fond parce qu'il y a des polémiques autour de mais pourquoi on ne travaille pas déjà sur la puissance française plutôt qu'européenne? Là, il y a un vrai travail d'harmonisation. On est obligé aujourd'hui, si vous voulez au sein avoir des des champions de la tech, de considérer le continent dans son ensemble. La France fait partie de ces pays intermédiaires, ni trop gros, ni trop petits. Donc vous allez avoir des très beaux projets, Oui. mais ils vont devoir se mettre à l'échelle, scale, du coup, au niveau européen. On a des exemples aujourd'hui de réussite européenne? Oui, et c'est là aussi, derrière ces réussites, on voit encore les enjeux. C'est qu'on peut parler par exemple de Klarna, qui est une des plus grosses fintech au niveau mondial, une start-up suédoise. La Suède est sans doute le troisième écosystème européen. C'est assez incroyable. Klarna, qui est dans ce qu'on appelle le paiement fractionné. Oui. Donc vous allez pouvoir acheter sur des sites de e-commerce en ligne et payer en plusieurs fois. Alors c'est une sorte de refonte du consommation forme de crédit, qui est une start-up qui est valorisée aujourd'hui autour de 30 milliards d'euros. L'enjeu, c'est qu'ils vont sans doute faire une introduction en bourse sur le marché américain. Pareil pour Kazoo. Kazoo, qui est une start-up britannique. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait éviter, c'est ça? L'enjeu, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs qui échappent finalement à l'Union européenne et qui, du coup, s'étendent aux États-Unis, même si c'est beaucoup plus complexe. Une start-up européenne qui devient américaine garde des assets sur le sol européen avec des talents. Mais c'est aussi un enjeu de conserver tout ça. Start-up comme Kazoo, notamment, ou UiPath. UiPath est une start-up roumaine. La Roumanie aussi commence à émerger, qui vient de faire son introduction en bourse au Nasdaq. Mais qu'est-ce qu'il propose? Propose une automatisation des tâches. Donc on est dans cette tendance ce qu'on appelle du low-code ou du no-code pour pouvoir finalement... en fait, l'idée, c'est la tagline de UiPath, c'est finalement reposer sur des robots sans devenir un robot grâce à l'automatisation des tâches. Et alors cette question des introductions en bourse qui ne se font pas sur le sol européen, on a une piste pour éviter que ça arrive? Oui, il y a pas mal de recommandations sur la partie investissement. C'est comment on rend la place européenne beaucoup plus sexy pour que les fondateurs aient envie de s'introduire en bourse à Euronext. Il va y avoir différentes questions, notamment Euronext a introduit pas mal de programmes d'accompagnement de startups qui sont dans cette phase de scale-up en train de grossir, qui sont potentiellement des candidates à l'introduction en bourse en Europe, et donc des programmes d'accompagnement pour aider les fondateurs à comprendre comment ça peut se faire, des incentives pour que les entrepreneurs aient envie de le faire sur le sol européen, notamment sur la question des droits de vote, pour qu'ils puissent garder des droits de vote supplémentaires, entre guillemets, s'ils s'introduisent en bourse, pour qu'ils ne soient pas trop dilués. Il y a aussi d'autres mécanismes qui sont mis en avant sur comment on arrive à introduire d'autres mécanismes de financement public européen non dilutif. Pour expliquer, c'est que souvent une start-up, lorsqu'elle lève des fonds, elle perd de son capital, elle alloue son capital à une structure privée. Comment on fait via des subventions ou certaines caractéristiques de prêt pour permettre un financement sans que le fondateur soit dilué dans son entreprise? Et c'est un alignement par rapport à ce qu'il fait justement aux États-Unis ou ça va plus loin? Il y a vraiment des avantages? On est obligé d'aller plus loin parce qu'on a plusieurs pays qui sont concernés. Et puis même pour donner une idée des comparaisons, si on compare les trois gros écosystèmes de la tech
États-Unis, Europe et Asie. L'Europe est très bien avec un total de financement en 2020 de 41 milliards d'euros, soit 6 fois plus qu'il y a 11 ans. Donc on fait x6 en 11 ans, c'est colossal. Par contre, si vous comparez par rapport au marché américain, on est autour des 140 milliards de levées sur le marché américain et en Asie, autour de 74 milliards. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci beaucoup Marouane El Fiteh. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes Start-up à Station F. Alors tout de suite, à suivre, on va s'intéresser à l'État français et sa politique avec l'open data. On parle open data et des projets de la France. Quels sont ces projets? Qu'y a-t-il comme réalité derrière? Quelle est notre politique à ce sujet? On en parle avec Nadi Bouana, qui est déjà venu en plateau dans Smartech. Il est directeur interministériel du numérique, le pilote, coordinateur de la transformation numérique des services de l'État. Et on en parle également avec Éric Bothorel, député La République En Marche de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor et auteur notamment du rapport pour une politique publique de la donnée qui a été remis en décembre dernier. Alors, on a annoncé plus de 25 millions d'euros du plan de relance qui seront alloués à de nouveaux projets de valorisation des données de l'État. Cela fait suite au rapport, justement, que vous avez remis, monsieur le député, sur la politique publique de la donnée qui prône l'accès et le partage. Déjà, j'ai envie de vous demander, quand vous avez préparé ce rapport, quels sont les enseignements que vous avez pu tirer ? Alors, les enseignements, ils ont été nombreux parce que ce rapport, on le voulait je voulais qu'il ne soit pas un rapport de geek parce que c'est un sujet qui est super techno en vrai. Sujet technique, ouais. Alors, il fallait à la fois faire un effort de vulgarisation et en même temps sans perdre le sens d'un certain nombre de subtilités, nuances technologiques qui font qu'on est obligé de composer avec et qui font les choses possibles ou impossibles. Pour autant, pour tenter d'avoir ce rapport sous cet angle-là, on a privilégié plutôt le sujet des cas d'usage et avec l'équipe qui a été constituée autour de moi, de Renaud Vedel et de Stéphanie Combe, on a, pendant des mois, mené un certain nombre d'auditions autour de ces sujets, et ça aboutit à une somme de recommandations, 37 au total, qui couvrent des champs qui sont très divers, en fait. À la fois des ressorts législatifs, des ressorts aussi RH, des ressorts d'acculturation. On ne part pas de zéro, quand même. On avait déjà Etalab qui s'occupait de l'open data. Mais le sujet que m'avait confié le Premier ministre de l'époque, qui était Édouard Philippe, c'était pas finalement de se dire faites-moi la liste des jeux de données qu'on devrait ouvrir et qui ne sont pas totalement ouverts, parce que vous avez raison, il y avait déjà dans la loi Le Maire, dans d'autres rapports, un certain nombre de choses qui avaient été écrites et qui faisaient et qui fait encore que la France occupe un rang qui est un rang plutôt très honorable sur le champ de l'ouverture des données. Mais le sujet qui était exploratoire, c'était celui des données d'intérêt général. Le sujet qui était exploratoire, c'était pas de s'enfermer dans un match ouverture-fermeture, c'est de regarder quelles sont les modalités qui permettent une meilleure circulation de la donnée, l'accès, le partage, etc. Et c'est ceci que nous avons exploré, et c'est à partir de cette exploration que nous avons formulé des recommandations pour monter encore d'un cran, sans se limiter simplement, encore une fois, à ce match de l'ouverture versus la fermeture. Ça aurait été beaucoup de mobilisation de ressources pour finalement faire un inventaire qui est à la portée de toutes et tous. Nadi Bouana, la stratégie de data dans le service public, ça c'est vraiment votre spécialité. Donc d'où on part, où on va, ça ce serait ma première question. Et la deuxième, vous pourrez enchaîner dessus, c'est pourquoi c'est un enjeu important. Tout d'abord, c'est un enjeu important parce que la data, c'est un des moteurs de la transformation numérique de l'État. Lorsqu'on regarde les baromètres internationaux, comme l'a dit Éric Bothorel, la France est bien située sur l'open data, mais il y a d'autres domaines. Par exemple, le partage de la donnée entre administrations, ce que l'on appelle le dites-le-nous une fois, donc la simplification vue des Français, sur lequel on a vraiment des marges de progrès. On le dit beaucoup plus d'une fois. Ouais. On le dit assez souvent, de moins en moins, mais on continue à le dire assez souvent. Et donc, la stratégie data, c'est un continuum. C'est un cycle de vie complet de la donnée. Et en fait, à quoi ça sert la stratégie data au sein de l'État? D'abord, ça doit servir à prendre de meilleures décisions, de meilleures décisions collectives. D'ailleurs, ça peut servir aux politiques, ça peut servir aux parlementaires pour orienter la politique, mais aussi de meilleures décisions individuelles. Lorsque vous instruisez le dossier d'un demandeur, c'est important de disposer de toute l'information utile. Donc ça simplifie, ça doit simplifier la vie des Français, c'est ce que je disais avec le dites-le-nous une fois. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à aller un peu plus loin que ce que l'on faisait jusqu'à présent, qui consistait à attendre qu'un citoyen se présente à un guichet public et fasse une demande. Avec la donnée, on est capable d'anticiper, de lui signaler
que ces titres d'identité vont expirer ou qu'ils pourraient bénéficier de prestations auxquelles ils ne bénéficient pas encore. Et puis la donnée, lorsqu'elle est ouverte vers l'extérieur, c'est un puissant moteur de génération de valeur économique. Et enfin, et je pense que ça c'est un des points fondamentaux et qui a été très bien rappelé dans le rapport, c'est l'enjeu de transparence sur l'action publique, et c'est quelque part établir ou prolonger la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Oui, parce que c'est ça, Éric Bothorel, la magie de l'open data, hein, c'est que ça peut recréer de la confiance finalement. On peut l'illustrer, par rapport à la façon dont on a géré, par exemple, la crise pandémique et surtout la façon dont on a communiqué. Observons que la confiance qui a été accordée à Guillaume Rosier, pour ne citer que lui, puisqu'il fait partie d'une large communauté de l'administration française. Mais quasi. Mais ceci dit, d'abord, il fait partie d'une large communauté de réutilisateurs. Il n'a pas été le seul à réutiliser les jeux de données publiés par Santé publique France et d'autres encore. Mais sa capacité à pouvoir traiter la donnée, la visualiser, la faire parler, lui donner du sens par rapport aux actions qui sont menées chaque jour sur le terrain, il s'est installé comme tiers de confiance entre la puissance publique et les Français. Je suis intimement convaincu que si nous n'étions pas dans une logique d'open data, et si nous avions dû, par exemple, garder les données, communiquer de manière très institutionnelle, nous aurions été probablement sous les feux d'un certain nombre de contestations sur « ceux-ci nous mentent, ces chiffres ne sont pas les bons ». Ça n'est pas vrai, le rythme de la vaccination n'est pas celui qu'on nous décrit. Observez que le fait que ce soit Guillaume Rosier a installé finalement une forme de confiance entre les Français et la puissance publique. Mais ce qu'il a fait, c'était possible grâce à l'ouverture des données. Mais bien évidemment, et il le rappelle, moi je trouve, enfin on se connaît maintenant assez bien avec Guillaume parce qu'on a beaucoup œuvré pour faire en sorte que ces données soient accessibles. Il a fallu le faire dans le courant, y compris sur le champ de la vaccination encore récemment. Et bien évidemment qu'on a eu des échanges sur la capacité de pouvoir mobiliser notamment le ministre de la Santé. Ce n'était pas forcément écrit d'emblée. Moi, je crois qu'une des caractéristiques de la lutte contre la pandémie, elle repose sur le fait que nous l'avons fait de manière totalement transparente en utilisant massivement l'open data, et ça s'est traduit notamment par la publication des données par Guillaume Rosier, et ce formidable travail qui a été repris par la presse, par les médias, etc. etc. Personne ne conteste aujourd'hui que nous soyons à 30 millions de vaccinés. Mais j'imagine que si ça avait été une autre modalité de communication avec des données fermées, probablement que vous auriez un nombre assez conséquent de gens qui vous démontreraient par A plus B que finalement ce que l'on dit là est faux. Donc c'est une arme de lutte contre le complotisme, l'open data. Anti-fake news. Ouais, en tout cas, c'est très effectivement factuel. Est-ce qu'on a une doctrine, nous, en France, en particulier sur l'open data, qui nous différencie des autres pays ? Cet exemple, je pense, est très intéressant. En fait, à la base, il faut accepter, et c'est un réel travail au sein de l'État, il faut accepter que l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Donc ça a été accepté. Et cette stratégie d'open data, elle est là justement pour être capable de susciter l'engagement de la société civile aux côtés de l'État sur des politiques publiques qui peuvent bénéficier réellement de cette expertise, de ces talents qui ne sont pas présents au sein de l'État. Et c'est vraiment cet écosystème, moi j'appelle ça l'État-réseau, par opposition à l'État-silo. C'est vraiment cet écosystème, ce réseau d'acteurs au sein de l'État, dans les collectivités territoriales, dans la société civile, des entreprises, des associations, des étudiants, qui sont aujourd'hui capables de construire un service public de meilleure qualité. Et ça fait vraiment partie de la stratégie de l'État dans le domaine de la donnée. Ça passe par une ouverture maîtrisée de ces données. Évidemment, on n'ouvre pas tout. Il y a des données qui sont confidentielles, il y a des données qui pourraient, si elles étaient ouvertes, compromettre les libertés individuelles. Donc nous faisons bien attention dans des périodes électorales. Par exemple. Mais cet appui finalement sur les plateformes mises en place par l'État, que sont data.gouv.fr, qui est une plateforme d'ouverture des données, ou sur les API, api.gouv.fr, qui est une autre plateforme qui permet de faciliter la réutilisation des données par des applications informatiques. L'ouverture de ces deux plateformes, justement, a vu se constituer un écosystème d'acteurs tout autour, et la création de services comme Guillaume Rosier l'a fait avec Covid Tracker, Vitmados et d'autres personnes, des centaines de personnes. Alors, les ministères avec qui vous travaillez, les préfets de région, ont reçu une circulaire de Jean Castex dans laquelle il rappelle justement que la politique de la donnée doit être une priorité stratégique de l'État. Moi, ce que je veux savoir et comprendre, c'est comment ça va se matérialiser, ça. Qu'est-ce qui se passe derrière cette circulaire de Jean Castex ?
Très rapidement, mais je vais céder la parole plutôt à Nadine Boina là-dessus. C'est la déclinaison de la mise en œuvre des recommandations que nous avons posées en fin d'année dernière. Encore une fois, il y avait des sujets qui relevaient du réglementaire, de la partie RH, etc. Le sujet, je vais laisser M. Boina de la DINUM aller sur le champ de la concrétisation de ces recommandations. Mais ce que ça dit, pour ce qui me concerne, en tout cas, la lecture que je peux en avoir, c'est que d'abord, c'est très encourageant parce qu'on est dans la continuité des recommandations que nous formulions. Et ensuite, on est soucieux d'avoir les choses à la fois sur des éléments extrêmement centraux et en même temps sur des choses en région. Dans les circulaires, il y a aussi des éléments d'ailleurs sur les collectivités territoriales. Il est essentiel que le sujet de l'open data irrigue l'ensemble des services publics en général, que ce soit l'État déconcentré ou les collectivités. À ce titre, parmi les recommandations qui sont faites et parmi les demandes qui sont faites avec des calendriers qui sont très contraints, parce qu'il y a des choses qui doivent intervenir pour le 15 juillet avec des mises en forme et rendues publiques au mois de septembre, mais écoutez, le Premier ministre, finalement, il décline les recommandations qu'il s'est lui-même appropriées au travers du rapport que je lui ai remis et qui porte l'estampille de Matignon. Je vais peut-être laisser M. Boina. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement Je voudrais déjà commencer par remercier Éric Bothorel pour son rapport, parce que ça permet de mettre un coup de projecteur sur des initiatives. Ouais. Et dès lors qu'il y a un coup de projecteur politique sur des initiatives portées au sein de l'État, ça permet de bénéficier de moyens, de ressources additionnelles et d'un engagement de l'ensemble des ministères. Un des premiers apports. Alors comment on fait pour que ce rapport, justement, ne reste pas dans un placard? Donc là, on a une première circulaire, ok. Non, mais c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y a le rapport qui fait un constat. Là, la circulaire, qui est une circulaire du Premier ministre, qui fixe la feuille de route, qui dit ce qu'il faut faire. Et là, on rentre dans un troisième temps, qui est la mise en œuvre de cette circulaire. Concrètement, c'est faire en sorte que dans chaque ministère, nous ayons un administrateur ministériel des données, donc une personne avec une équipe autour de lui, qui est capable de fédérer l'ensemble des acteurs ministériels. La gouvernance des systèmes d'information et de la donnée au sein de l'État, c'est pas une partie de plaisir. Ouais. Il y a énormément d'acteurs, et le fait de structurer des responsables pour que ça bouge, c'est déjà un premier temps. Le fait d'avoir annoncé l'ouverture de plus d'une soixantaine de données, de codes sources, d'algorithmes, avec un séquencement tout au long de l'année qui se fait, c'est des choses très concrètes. Nous sommes en train de mettre en place un plan d'action logiciel libre également pour favoriser l'ouverture des codes sources qui sont produits par les administrations, mais également utiliser des logiciels libres de qualité chaque fois qu'ils existent. Tout ça, ça existait dans le rapport. Donc ça, c'est le portail code.gouv.fr. C'est ça, c'est le portail code.gouv.fr. Ça existe dans le rapport, ça existe dans la circulaire, on le met en œuvre. Et puis, il y a également un volet RH, c'est-à-dire que pour réussir la politique de la donnée, il faut que l'État puisse internaliser des compétences, puisse travailler avec des partenaires. On trouvait ça là aussi dans toute la chaîne, rapport, circulaire, mise en œuvre du plan d'action. Il y a un lien entre logiciel libre et open data ? Il y a une approche, il y a une sensibilité, en tout cas une façon de voir les choses. Une philosophie, oui. Alors au-delà de la caractéristique propre et intrinsèque à l'open data ou les codes sources, donc côté plutôt données d'un côté, logiciel de l'autre, c'est le travail collaboratif qui va caractériser finalement cette communauté de choses au travers des logiciels et de la donnée. Sur ce portail Code Gouv.fr, l'April a quand même lancé un petit avertissement. Alors ils disent qu'il faut que ce soit une véritable forge logicielle publique qui accueille des codes sources produits par les administrations librement accessibles et pas un simple portail qui donne des liens vers des codes hébergés, vers des forges extérieures. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui du portail Non, aujourd'hui, sur le code open source? L'important du logiciel libre, c'est de favoriser sa réutilisation. Oui. On n'a aucun intérêt à imposer aux différents développeurs un lieu unique dans lequel venir déposer ses codes. Il y a des pratiques qui ont été largement mises en place dans les équipes de développement. Il faut faire avec ce que l'on a. Pour être pragmatique, code.source, sa finalité, c'est de référencer les logiciels libres qui sont développés par l'administration et de favoriser leur réutilisation. Donc c'est juste un annuaire en fait, c'est pas un endroit où on va chercher son code. C'est un annuaire et c'est aussi la possibilité de promouvoir des codes qui ont une vraie valeur ajoutée. Il y a un peu tout dans les codes qui sont ouverts. Il y en a certains qui vont avoir une vraie valeur ajoutée, un vrai enjeu de réutilisation. C'est cela que l'on veut promouvoir et c'est cette promotion des codes qui va faire qu'ils seront réutilisés. Davantage que l'endroit où on dépose ces codes. C'est pas un enjeu majeur ça.
Il n'y a Bon. pas de recette miracle Ouais. pour traiter le sujet de l'intimité nécessaire à installer entre les communautés de réutilisateurs et les producteurs. Mais c'est un élément clé de la réussite et finalement le fait de pouvoir faire naître soit l'innovation, la richesse, la réutilisation, etc. Tout ça ne peut exister que si vous animez un écosystème qui sait se parler C'est ça, entre faut les producteurs mobiliser qui la font un communauté. effort. Ouais. Et oui, parce que trop souvent, on peut imaginer que finalement l'open data, comme c'est, l'ouverture des données, le droit nous dit que c'est par défaut, donc que font-ils à ne pas le faire? Et donc il peut y avoir un regard soit à la fois inquisiteur ou exigeant vis-à-vis des producteurs, mais c'est un vrai travail. Enfin, je veux dire, c'est un travail dans le design des systèmes d'information, c'est un travail qui mérite finalement la reconnaissance de la communauté des réutilisateurs. Et c'est vraiment l'animation de cet écosystème qui est fondamentale. Donc au-delà, j'allais dire, des sites, des lieux où on dépose, etc., ce qui compte surtout, c'est de créer cette intimité qu'on trouve parfois, l'état d'esprit qu'on trouve dans les hackathons, Startup Weekend, où les gens se mettent autour d'une table sans connaître celui qui était là avant, mais ils vont décider de travailler ensemble. Et c'est essentiel, et c'est ce que fait d'ailleurs parfaitement Pas bien. facile de parler la même langue. Non, aussi, non, hein. mais- C'est un point très important, celui de l'animation. En fait, le but de toute cette politique de la donnée et des codes sources, c'est pas simplement de cocher la case et dire qu'on l'a fait. C'est de faire en sorte que ce que l'on fait, quand on ouvre du code, quand on ouvre de la donnée, on ait des communautés qui les réutilisent. Donc ça passe par la qualité des codes et des données, ça passe par la documentation pour faciliter la vie de ceux qui vont réutiliser. C'est ça le vrai enjeu, c'est construire des écosystèmes qui sont larges et qui dépassent le périphérique de l'État. On pourra ne le voir qu'avec le temps, si ces nouveaux outils sont utilisés. Est-ce que vous avez des exemples de projets, parce qu'on parlait de concrètement à quoi ça va ressembler, de projets open data qui vont démarrer? Moi, je vais vous parler de projets qui manipulent le cycle de vie de la donnée. Il y a de l'open data, mais il y a également de l'acquisition de données. Un des exemples phares, on a beaucoup parlé des données sanitaires avec les ouvertures des données et leur réutilisation, mais un des exemples phares, c'est la base d'adresse nationale, ce que l'on appelle la BAN. C'est mettre à disposition les rues, les villes, etc., pour qu'un très grand nombre d'acteurs les réutilisent. Aujourd'hui, c'est plus d'un milliard d'utilisations par mois de ces jeux de données, et c'est dans toute la France par un très grand nombre d'acteurs associatifs, entreprises. Il y a un autre exemple qui peut être intéressant, là, celui-là il est dans l'autre sens, c'est Signal Conso. C'est la possibilité que des citoyens signalent, et donc quelque part c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, qu'ils apportent de la donnée à l'administration, qu'ils signalent des problèmes de concurrence, de consommation, pour que l'administration puisse faire un meilleur travail d'analyse, de lutte contre la fraude, de lutte contre la non-qualité. Et ça, c'est deux exemples. On pourrait également en citer un autre qui tient beaucoup à cœur d'Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation publique, c'est le baromètre des résultats. Le gouvernement prend des engagements et il dit de manière très transparente ce qui a été fait, ce qui a été moins bien fait et où ça a été fait. Et cette transparence qu'on évoquait tout à l'heure, elle est nécessaire pour développer la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Alors à venir, moi j'ai vu qu'il y avait aussi une plateforme qui réunirait toutes les données relatives aux entreprises. C'est un projet qui est baptisé Base de connaissances des entreprises, BCE. Ça devrait voir le jour courant 2022. Vous avez des informations plus précises à nous communiquer là-dessus ? Moi, je pourrais vous parler d'un annuaire des entreprises qui vient d'être lancé par ma direction, donc qui est annuaire entreprise.data.gouv.fr, qui permet d'accéder très facilement à la donnée légale sur les entreprises et qui va de plus en plus permettre aussi aux chefs d'entreprise. On marche sur les d'entreprise... plates-bandes finalement d'entreprises privées qui fournissaient ce type de service. C'est de la donnée publique. Ce sont des données qui sont acquises, Ça change quelques modèles économiques au passage, l'open data. Ça change les modèles économiques, oui, enfin ça en crée d'autres. Encore une fois, en crée d'autres, l'innovation, elle va naître de ça et elle va permettre. Un mauvais exemple pour Guillaume Rosier parce qu'il a choisi de ne pas monétiser finalement ses activités, mais à l'origine d'un certain nombre de cas d'usage ou de fonctionnalités ou d'applications, il peut y avoir de la donnée publique. Donc c'est plutôt création de richesse. Inviter ici Sébastien Soriano, on l'a déjà fait. Voilà, et qui fait un formidable travail, notamment sur le sujet de l'animation des écosystèmes, et qui continue bien évidemment le sujet de l'accélération. Après,
Il y a un certain nombre de choses qui sont annoncées. Moi, je ne perds pas de vue qu'il y a certains champs ministériels qui sont moins matures que d'autres et je vais continuer, bien évidemment, de les Donc vous allez enquiquiner. surveiller si toutes les recommandations Surveiller, du non, c'est pas rapport vraiment mon sont- ADN, sont suivies. la surveillance, mais en tout cas, observer avec bienveillance Qu'est-ce qu'il y et a comme exigence. piège principalement dans ce type de projet, les pièges à éviter? Vous avez dû les identifier, Éric Botorel. Les pièges, je ne sais pas si on peut parler de pièges en particulier. Il y a, revenons sur le point précédent. S'il n'y a pas de la part des réutilisateurs la reconnaissance du travail et de l'effort qui a été fourni par les producteurs, alors vous allez nourrir un des freins extrêmement majeurs et récurrents que l'on trouve à la non-ouverture. C'est celui de détenir de la donnée, de dire je m'expose aux autres, je ne suis pas sûr que ma donnée soit de qualité et donc je ne vais pas l'ouvrir. Ça, c'est un frein qui est encore ancré dans nos administrations, c'est un frein qui est encore ancré à certains endroits, et c'est vrai que c'est celui contre lequel il est parfois le plus difficile de lutter. Et la recette, c'est encore une fois de faire confiance à l'ouverture, parce que c'est par l'ouverture et c'est par le regard de l'autre, dans sa capacité à pouvoir dire c'est bien ou c'est pas bien, mais de manière apaisée, de manière bienveillante et de manière constructive, que les choses progressent. Donc voilà, peut-être non pas un des freins, mais un des leviers encore sur lesquels il faut pouvoir agir. Merci beaucoup. Oui, on arrive à la fin. Juste un mot, vous vouliez dire un Non, mot je voudrais simplement signaler qu'il y a un Ça autre va vite. enjeu important. C'est que ces données qui sont ouvertes ne soient pas captées exclusivement par les plus grands acteurs internationaux et qu'on ait aussi un écosystème, de français GovTech française et s'en européenne empare. qui se développe. Merci beaucoup. Merci Éric Botorel, donc député La République En Marche de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor. Et merci Nadi Bouana, directeur interministériel du numérique. Juste après la pause, on part pas à l'E3, mais enfin on va se faire un résumé de l'E3 qui est le rendez-vous annuel des gamers. Vous regardez Smart Tech et c'est Guillaume Monteux qui m'a rejoint pour la chronique Game Business. Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, je l'ai annoncé, vous allez nous proposer un débrief de l'E3. C'est l'événement majeur dédié aux jeux vidéo chaque année et il s'est terminé la semaine dernière. Absolument. L'E3, l'Electronic Entertainment Expo, est un des plus grands rassemblements au monde du jeu vidéo, avec la Paris Game Week et le Tokyo Game Show. Et franchement, en 2021, il a été, moi je trouve, un peu triste. Alors, 2019, 70 000 visiteurs. Bon, 2020, l'édition 2020 a été annulée. Cette année, il a été proposé en virtuel. Et franchement, c'était pas ça. Ouais, mais c'est le cas de beaucoup de salons en Et ce oui, moment, pendant et cette oui. pandémie. Mais peut-être qu'il y a certains secteurs qui se prêtent plus aux grandes messes en virtuel, mais pas le monde du gaming. Il n'y avait pas d'effervescence physique, évidemment, mais il n'y avait pas non plus de reprises, énormément de reprises presse, en comparaison, si vous voulez, aux éditions précédentes. Il n'y avait pas énormément de tweets, il n'y avait pas énormément d'émissions sur Twitch, sur YouTube. Bref, il n'y avait pas d'enthousiasme. Ça, c'est la faute à des très gros acteurs qui ne sont pas venus cette année à l'E3, mais c'est aussi faute aux acteurs qui sont venus et qui ont annoncé des choses qui, à mon sens, sont un peu fades. Alors on va Voilà. commencer par les grands absents. Alors, les grands absents, Sony et tous ses studios de développement, à l'heure où sort la PS5, voilà, ça fait quand même... oui. voilà. Electronic Arts, qui n'était pas là, Bandai Namco, qui n'était pas là, ça fait quand même beaucoup. On a parlé dans ces chroniques du poids que pèsent ces acteurs-là, et on voit à quel point ils ont pu manquer. Alors évidemment, étaient présents Microsoft, Nintendo, Capcom, Ubisoft, Warner, Square Enix, d'ailleurs, qui a confirmé sa présence quasiment qu'à la dernière minute. Mais là encore, comme je disais, les annonces que ces acteurs-là ont fait, en fait, ont été très décevantes. Alors vous voulez commencer par qui? Je commençais par Nintendo. Et je commençais par dire que Nintendo n'a absolument rien dit sur sa Switch Pro. Mais rien, de rien. Même pas prononcer le mot. Et pourtant, on avait eu énormément de leaks sur cette Switch Pro. On sait même aujourd'hui quelles vont être les caractéristiques techniques de la Switch Pro. Et bien voilà, ils n'ont rien dit. Et à tel point que la toile, aujourd'hui, se pose même la question de savoir si la Switch Pro va sortir un jour. Donc Nintendo, en revanche, parlait de son line-up de jeux, et notamment de son line-up de ses franchises phares, comme Mario, comme Metroid, comme Super Monkey Ball. Quelques portages, comme Life is Strange ou comme Just Dance 2022. Bon, rien de bien révolutionnaire. Ils ont annoncé la suite de Zelda, de Breath of the Wild
ce qui est une très bonne chose. Enfin, le jeu, il sort fin 2022, donc on a le temps de s'exciter encore. Allez, du côté de Microsoft. Microsoft, c'est devenu un géant dans le monde du gaming, notamment avec le rachat de Bethesda. Microsoft annonce 30 nouveaux jeux pour 2021 qui sortent de 20 studios différents. C'est quand même pas mal. Là, la stratégie de Microsoft, elle est claire, c'est X Game Box Pass, X Game Box Pass, X Game Box Pass. C'est pas forcément évident à dire. Tous les nouveaux jeux vont sortir en exclusivité sur l'X Game Box Pass. Donc, tous les jeux existants de Bethesda, typiquement Skyrim ou Fallout, vont sortir aussi sur PlayStation. Mais après, c'est terminé. Et donc, ils nous ont montré un trailer d'un nouveau jeu qui s'appelle Starfield, qui est extraordinaire. Mais qui va sortir effectivement que sur X Game Box Pass. Xbox Game Pass. Xbox Game Pass, vous avez tout à fait raison. Xbox, c'est plus facile à dire en plus. Game Pass. Xbox Game Pass. Mais là, le jeu va sortir en novembre 2022, donc là aussi, on a encore le temps de s'exciter. Il y a une annonce qui est intéressante d'un point de vue business de Microsoft que je me suis permis de relever à l'E3, c'est le fait que Microsoft va sortir un stick HDMI que vous pourrez brancher sur votre télévision, et au travers de ce stick, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble du catalogue de jeux de l'Xbox Game Pass. Et donc, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux Xbox sans Xbox. Ça, c'est la magie du cloud. Je suis sûr qu'on en reparlera ici. Ah oui, c'est une annonce très intéressante. C'est une sorte de Chromecast, en fait, dédié aux jeux vidéo. Absolument. Ça peut faire du bruit. Alors, du côté de Microsoft... d'Ubisoft. D'Ubisoft. Ubisoft, alors, ils ont annoncé leur nouvel opus de Rainbow Six, donc ce qui est une très bonne nouvelle, on va dire, pour les fans du jeu. Ils ont aussi annoncé une mise à jour d'un vieux jeu de 2011 qui s'appelle Rocksmith, qui vous permet de jouer de la guitare, d'apprendre à jouer de la guitare acoustique, électrique et maintenant acoustique sur des vraies musiques. Moi, j'ai adoré le jeu, et d'ailleurs, je me suis inscrit à la bêta fermée sur PC. Ubisoft, si tu m'écoutes. Oui, parce que vous grattez, on a vu ça dans la vidéo des 1 an de Smartech. Voilà, donc ils ont résolu un certain nombre de problèmes techniques, j'ai l'impression, sur ce jeu-là, parce qu'il y avait des problèmes de latence avant. Là, ils ont proposé quelque chose de nouveau. Et puis, Ubisoft change de modèle économique, puisque c'est plus la vente du jeu maintenant, mais c'est le principe de l'abonnement. Et moi, je suis sûr qu'Ubisoft va recourir à ce business model de plus en plus. Ubisoft a aussi annoncé les mises à jour de Just Dance, Far Cry, Riders Republic, Assassin's Creed Valhalla. Voilà, là aussi, rien de très particulier et rien de très spécial. Ils nous ont montré un trailer de leur futur jeu Avatar, mais là aussi qui va sortir en 2022. En revanche, rien sur Beyond Good and Evil 2, rien sur l'Open World Star Wars. Et là aussi, c'est dommage. Dommage. Bon, une conclusion ? Pour conclure, moi je dirais que l'E3, c'était une succession de keynotes qui était elle-même une succession de trailers. Je trouve que l'E3 en virtuel manquait un peu de cohérence, un peu d'incarnation. Les studios avaient choisi de mettre à l'honneur leur VP pour présenter les jeux. Ça manquait un peu de direction et in fine, ça manquait un peu d'âme. Alors certes, tous les trailers de jeux étaient très 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 beaux. Mais en 2021, en fait, ça suffit pas. Rien sur les produits dérivés, rien sur les adaptations cinématographiques, rien sur le hardware, rien qui nous a vraiment surpris, rien en fait de très rigolo. L'E3, moi je le dis, a vécu. Soit il se réinvente, soit il faut passer à l'E4. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit en présentiel. Bon, il ne reste qu'une minute pour parler d'une autre actu importante dans le monde du jeu et du business. Oui, alors rien à voir avec l'E3. Il se passe quand même quelque chose dans la distribution des jeux numériques sur PC. Microsoft vient d'annoncer que dès le 1er août prochain, sur le PC, sa commission passe de 30% à 12%. C'est un événement majeur parce que il y a 3 acteurs dans ce domaine-là. Il y a Microsoft, il y a Epic et il y a Valve. Ils étaient tous à un niveau de commission de 30%, sauf Epic qui était à 12%. Et donc le fait que Microsoft s'aligne sur Epic est une très mauvaise nouvelle pour Epic, qui a déjà beaucoup investi sur son store PC. Et c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour Valve, qui du coup se retrouve à un niveau de commissionnement qui est bien plus supérieur à celui de ses concurrents. Bref, on a parlé déjà ici d'une guerre dans la distribution des logiciels sur le mobile. Il y a une nouvelle guerre qui s'ouvre sur la distribution des jeux numériques sur le PC. Franchement, je pense que ça va là aussi faire du bruit. Merci beaucoup Guillaume Monteux, président de Gazmi, pour ces éclairages sur le monde du jeu. À suivre, eh bien, c'est demain peut-être une authentification grâce au rythme cardiaque.
Bonjour Cécilia Sévry. Voilà, on va parler de cette nouvelle méthode d'authentification, donc une authentification qui prend un nouveau visage. Oui, alors vous allez voir que vous ne croyez pas si bien dire justement. En fait, c'est la société française DeepSense, spécialisée dans l'authentification biométrique pour les services numériques, qui vient de se doter d'une toute nouvelle technologie qui pourrait bouleverser littéralement l'authentification et changer nos usages. Alors aujourd'hui, pour s'authentifier sur un site sécurisé, on a l'habitude, il faut aller cocher les images où on voit un feu rouge ou alors un passage piéton ou alors recopier le texte un petit peu tordu et déformé qui s'affiche en face de nous. Ça, tout c'est ça pour assurer qu'on n'est pas un robot, qui Exactement. pas un robot malveillant Ça, derrière. c'est l'objectif. Et ça peut être pour aller faire du shopping sur n'importe quel site. En fait, ça fait partie de notre quotidien. Et vous l'avez dit, c'est pour vérifier qu'on n'est pas un robot. Sauf que s'il y a bien quelque chose qui nous différencie des robots, et d'autant plus des robots virtuels, c'est que nous sommes faits de chair et d'os et de sang. Alors c'est pour ça que DeepSense a racheté une technologie qui permet de mesurer le flux sanguin d'un utilisateur via une caméra. Alors, on a déjà parlé ensemble d'une technologie assez voisine. Oui, c'était le logiciel Caduci qui était développé par la start-up française iVirtual. C'était une solution destinée à la santé, mais c'est le même principe de capteur, effectivement. En fait, c'est un capteur RPPG qui a été mis au point ici par le chercheur français de l'Université de Bourgogne. Et donc, ce capteur, il est capable de détecter les variations d'intensité lumineuse associées à l'afflux de sang dans les vaisseaux sanguins, de quoi permettre à DeepSense donc de déterminer à l'avenir la fréquence cardiaque d'un ou d'une utilisatrice avec une caméra. Donc en fait, concrètement, le principe, c'est de regarder la peau précisément avec un photorécepteur pour mesurer les variations d'intensité lumineuse sur notre peau. Nos caméras pourront faire office de photorécepteurs et puisque la quantité d'oxygène varie en fonction de l'afflux sanguin, ce qu'on va mesurer, c'est la lumière qui est réfléchie par l'oxygène dans nos vaisseaux sanguins. Donc ces modulations-là de lumière vont être équivalentes aux variations de flux sanguin. On va en tirer une onde périodique et avec ça, on pourra mesurer notre fréquence cardiaque. Donc c'est avec notre fréquence cardiaque qu'on va s'authentifier demain sur des sites sécurisés. Exactement, ça, ce qui va permettre plusieurs choses. D'abord, ça va élever le niveau de cybersécurité, le niveau d'exigence de cybersécurité, c'est important, mais ça va aussi améliorer l'expérience utilisateur parce qu'aujourd'hui, c'est pénible quand ça ne marche pas. Il y a plusieurs fois, on doit s'authentifier parce qu'il faut mettre plus de sécurité. Donc, dès que ça ne marche pas, qu'il faut rafraîchir la page, ça risque de faire fuir l'utilisateur. En plus, on peut extrapoler. Imaginez que DeepSense propose à ses clients de mesurer peut-être en fonction du flux de la fréquence cardiaque le niveau de stress de l'utilisateur parce que les pirates ne sont pas que des robots, on le sait bien, ce sont aussi des hommes. Alors bien sûr, il faudra verrouiller tout ça d'un point de vue éthique parce qu'on parle de filmer des utilisateurs, donc il y a une question de données, il y a une question aussi d'obliger les gens à être filmés pour être authentifiés. Ça, c'est le monde de demain, on verra. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour justement ce regard sur le monde de demain. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle édition de Smart Tech. On se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, il y a le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher ici.